Drôle et parfois cinglante, quand elle tient un os, soyez certain qu'elle ne le lâchera pas. Karima Brick. On est habitué de voir évidemment tellement de contenu d'influenceurs, mais est-ce que c'est encore trop flou par rapport aux enfants? Parce qu'il y a quand même des lois qui existent, tu sais, dans la publicité, il y a des contrats pour les acteurs, mais on va se questionner aussi si vous êtes un parent et vous commencez à mettre du contenu sur Internet et vous mettez, finalement, vous mettez en scène les enfants, puis là, ils mettent des produits, puis là, on fait des petites vidéos, puis c'est bien cute, mais à un moment donné, est-ce que tout ça, c'est de la publicité? Est-ce qu'on fait vraiment même du contenu /influenceur avec nos enfants? Il y a un cadre légal qui entoure tout ça. En tout cas, on va démêler la chose parce que ça suscite évidemment beaucoup d'interrogations, même un peu d'inquiétude. Et dans certains cas, on veut protéger les enfants. Bien sûr, ça, c'est la priorité. Vous savez, la loi québécoise, si on regarde plus globalement, elle interdit la publicité déjà au moins de 13 ans depuis 1978. Et il y a des experts qui disent, attention, là, c'est pas juste la TV, comme on dit, la bonne vieille télé. Là, ça devrait s'appliquer aussi au web. Ça s'applique au web. On peut pas faire n'importe quoi. Mais on nous dit qu'il y a des zones grises, par exemple le contenu familial, la publicité déguisée qui sont des fois difficiles à départager. Et à ce sujet, il y a un article fort passionnant de Julien McEvoy dans le Journal de Montréal. Et aujourd'hui, on va en parler avec Laurence Elache, co-directrice générale à l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ben oui, donc enfant influenceur, c'est pas interdit? Ben non, en fait, la loi, ce qu'elle dit, c'est, puis là, je suis pas avocate, là, mais si on la lit comme il faut, c'est le public qui doit pas la consommer. Donc, ça interdit pas que l'enfant puisse faire de la publicité, ça interdit que la publicité doit ne pas s'adresser directement à un public de moins de 13 ans. Et donc, c'est la partie qui est difficile à gérer, là, selon moi. C'est ça, ce fameux flou un petit peu, puis un peu ce que je disais, cette fameuse zone grise là, dont on parle dans l'article, où c'est contenu familial. C'est-tu du contenu familial ou c'est de la pub déguisée? Parce que, tu sais, des fois, on fait des vidéos, puis à un moment donné, ben oui, là, l'enfant, il aime telle affaire, il va manger tel truc, puis, tu sais, c'est-tu du contenu ou c'est vraiment de la pub? C'est ça qui est dur à départager aussi. Bien, l'aspect collaboration, je pense que ça met en lumière des choses qui sont plus évidentes sur ces pubs. C'est clair. Ouais. Par contre, ce qui existe sur le web qui n'existe pas dans les médias traditionnels, c'est l'aspect monétisation par vue, par exemple. Donc, qui peut être quand même payé. Donc, il peut avoir... C'est pas parce que tu fais du contenu et que tu fais pas du placement de produits que tu n'as pas de revenus qui sont générés de ce contenu-là. Donc, le pay-per-view, ce qu'on appelle. Oui, c'est ça. Puis il y a des exemples très précis, là, tu sais, je fais mention de cet article, mais il y a la famille, en fait, on dit la famille Ventura, qui est très connue. Écoutez, c'est fou, là. C'est 100 millions de visionnements sur YouTube depuis 2015 et le petit Arthur Arsenault, près de 100 000 abonnés TikTok à seulement 5 ans. Il y a 5 ans. Oui. Donc, et puis, il y avait une spécialiste qui dit, là, ils font exactement ce que la loi sur la protection du consommateur souhaite éviter. C'est Nadia Serayoko qui dit ça dans l'article de Julien McEvoy. Vous en pensez quoi? Bien, en fait, ça revient un peu à ce que je disais à ma première question. Qui regarde ça? C'est pas parce que la famille Ventura fait du contenu qui inclut des mineurs que leur public, c'est des mineurs. Il y a ça. Bon, fait que là, il y a déjà les comptes familiaux, puis il y a les comptes personnels. C'est sûr que Arthur, c'est à son nom personnel. Donc, on peut considérer que le message est plus enfant, mais encore là, il faudrait s'intéresser à qui est son audience, qui regarde ça, et ils ont quel âge, ces gens-là. Après ça, c'est quel genre de produit qui est mis de l'avant. Exemple, qui fait une pub pour une entreprise de café, qui fait semblant qu'il va au drive-thru pour commander du café. On sait très bien qu'il ne consomme pas de café, c'est un enfant. Fait que la pub s'adresse quand même à un adulte. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Donc là, vous dites légalement, il devrait se passer quoi, là?
Je pense qu'on a vraiment des questions à se poser. On a fait le travail, en fait, avec la pub traditionnelle, les mineurs au cinéma ou dans les pièces de théâtre. Les contrats sont protégés maintenant. Là, c'est très encadré. Là. De mettre des balises où on décide que ça, c'est correct. On limite des heures de tournage en fonction de ça. Des choses qui permettent de limiter l'abus, en fait. Donc, je pense qu'au niveau du web, là, on est rendu à se poser ces questions-là. Puis, on voit qu'un petit peu partout sur la planète, ça se fait déjà. Donc, c'est déjà d'actualité de se poser des questions sur comment on encadre les mineurs sur le web, parce qu'au bout du compte, les créateurs de contenu, c'est un phénomène qui est très positif, mais il faut quand même penser à nos enfants à travers ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis, il y a l'aspect monétaire qui entre en ligne de compte. C'est toujours ça. Hein? Ça peut être une affaire de gros sous aussi. Exactement. Donc, encore là, ça, c'est quelque chose qu'il faut déterminer. Si la famille, le compte familial, exemple, sur les médias sociaux, a de la monétisation de paid per views ou fait des collaborations, comment tu gères l'argent? Ça existe encore là, des mécanismes avec des fiducies qui sont mis en place pour les pubs avec des mineurs ici, pour la pub traditionnelle. Je sais qu'en Californie, ils ont mis des lois pour protéger les mineurs à ce sujet-là. Mais ici, on n'a pas fait ce travail-là encore, en fait. Donc, il y a cet aspect-là vraiment sur lequel il faut travailler parce que vous dites c'est possible qu'il y ait des abus, là, mais c'est quoi, là, quand vous dites les plus grands problèmes, là, on regarde ça, là, on pointe du doigt, on se dit, OK, ça marche pas. Qu'est-ce que vous observez sur le terrain? Bien, par exemple, ça pourrait... ceux qui n'ont pas vu le documentaire Netflix Kid Influence, je vous invite à regarder ça. Je pense que ça donne vraiment une bonne idée de c'est quoi l'étendue du problème, mais avoir des heures de tournage qui sont trop longues, pas permettre des pauses, utiliser, exemple, l'enfant dans un cadre qui voudrait pas faire quelque chose, c'est les challenges sur les médias sociaux, exemple le Ice Bucket Challenge. Je suis pas sûre que c'est tous les enfants qui font du contenu qui voudraient recevoir un seau de glacé d'eau sur la tête. Donc, de pas les obliger à faire des choses dont ils n'ont pas envie, de pas les obliger à publier tous les jours juste pour garder une certaine constance. Donc, il y a l'abus, tu sais, au niveau de la création de contenu. Il y a aussi l'aspect que c'est beaucoup plus facile télécharger des vidéos en ligne et en faire des choses malveillantes avec versus une pub qui passe à la télé que tu peux pas t'approprier le fichier en tant que tel. Oui, Donc, tout à fait. il y a aussi l'aspect de protéger les mineurs de cet aspect-là. Donc, essentiellement, je pense que c'est ça. Et la gestion de l'argent aussi. Bien, ça, on va en parler parce qu'il y a des parents qui se retrouvent justement à mettre en scène leurs enfants dans différentes situations familiales. Puis comme je disais, des fois, ça peut être quelque chose de bien cute. L'enfant aime ça. Il y a comme, tu sais, on est tout le monde aujourd'hui avec nos téléphones. Donc, ça se veut quelque chose de sympathique et tout. Puis là, ça prend des proportions qui nous dépassent. Et là, il se met à avoir des enjeux d'argent là-dedans. En ce moment, c'est quoi le cadre, justement, y a-t-il un cadre légal sur l'aspect monétaire? Là? Comment on doit gérer ça, l'aspect financier? En ce moment, pour la monétisation sur le web, que ce soit des collaborations ou le pay-per-views, il n'existe rien au Québec là-dessus. Ça existe pour les publicités traditionnelles. Je pense que c'est 25 % qui doit être mis dans un compte de fiducie. Je sais qu'en Californie, ils ont passé une loi pour obliger la même chose. Maintenant, est-ce qu'on va faire ça sur le web ici? C'est une question à se poser totalement. Il faut aussi garder en tête que la majorité du temps, c'est les parents qui vont aussi être les agents de leurs enfants. Eux participent probablement au contenu aussi d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est normal qu'il y ait une certaine monétisation qui soit partagée, là, si on veut. Une distribution entre les parents et les enfants aussi. S'ils sont là-dedans, dans les contenus ou pour la gestion de tout ça. Vous dites, ça peut être quelque chose qu'on voit, là, comme... Est-ce qu'il y a des tendances, là, tu sais, que vous observez, là, avec ces histoires d'enfants influenceurs, là, y a-t-il comme des tendances aux États-Unis qui nous arrivent ici? Dans quel sens? Bien, dans le sens de, c'est quoi le type de contenu qu'on voit le plus souvent là, en lien avec des enfants en termes d'influenceurs? Oh mon Dieu, c'est très varié, là. Le documentaire que je parlais sur Netflix, c'était une squad de jeunes de 10-12 ans qui se mettaient ensemble pour faire des activités, des challenges, puis des mises en situation, des défis.
La famille Ventura, c'est plus une histoire familiale. Ils vont rénover des pièces chez eux pour les mettre Comme une thématiques. télé-réalité, mais avec les enfants. Exactement. Ou, tu sais, il y en a que ça va être plus dans le style de vie. Tu sais, vous êtes avec moi dans mon quotidien. On va faire la cuisine ensemble. Des fois, c'est les enfants qui cuisinent puis qui participent. Tu sais, c'est extrêmement Oui, puis varié. des fois, c'est aussi des parents qui sont influenceurs, qui mettent beaucoup en scène, bien pas en scène, mais qui vont impliquer leurs enfants. Donc, leurs enfants apparaissent aussi. Ça, est-ce que c'est plus flou? Tu sais, quand c'est justement un influenceur adulte qui a son activité, mais qui expose son enfant plus jeune. Là. C'est pas qu'il lui fait faire quelque chose en particulier, mais le fait qu'il soit tout simplement là, qu'il interagisse avec son enfant. Bien, c'est ça qu'il faut se poser comme question parce que c'est toutes des mises en situation qui n'existaient pas dans les médias traditionnels. Puis que là, il faut se faire à l'idée aussi que le web, c'est pas la même chose non plus que la télé. Ouais. Le contenu est plus accessible, il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est extrêmement facile d'allumer son téléphone, faire du contenu. Donc, c'est des choses qu'on doit se poser comme question, absolument. Oui, parce que des fois, ça devient aussi des téléréalités. Les gens, ils savent, ils vont voir telle influenceuse ou tel influenceur. Mais donc, il y a toujours son enfant qui est là aussi. Donc, ça devient comme, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben là, ils cuisinent. Ah, là, ils sont en voyage. Là, on voit, ils sont en train de déballer ils sont en train de défaire la valise. Ensuite, ils déballent des sacs. Ils font telle affaire, telle activité. On fait interagir l'enfant. Donc, tu sais, c'est des questions, effectivement, qu'il faut se poser. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Laurence Elage, co-directrice générale de l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Merci. Merci beaucoup.